Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. La mort de Freddie Gray, décédé une semaine après son interpellation musclée à Baltimore, a été qualifiée d'homicide par la justice et des poursuites ont été engagées contre 6 policiers. 14 militaires français et 3 soldats africains sont soupçonnés de viol sur enfants dans le cadre de leur mission en Centrafrique. Entre 1000 et 2000 personnes ont manifesté à Jérusalem contre des actes de violence de la police israélienne envers des membres de la communauté éthiopienne israélienne. Un tribunal antiterroriste pakistanais a condamné à la prison à vie 10 hommes pour tentative d'assassinat en 2012 de la jeune Malala Yousafzai qui a reçu ensuite le prix Nobel de la paix. Le Qatar va acquérir 24 Rafales, ça a été confirmé par l'Elysée qui précise que François Hollande se rendra à Doha le 4 mai pour assister à la signature des contrats. Les jours passent au Népal et la population tente de se remettre du pire drame qu'elle a connu depuis des décennies. Le bilan ne cesse de s'aggraver, les morts se comptent en milliers et on a du mal à imaginer comment le pays va pouvoir se remettre. On rejoint sur place le docteur Bajendra Srivastava de l'armée népalaise. Vous êtes directeur de l'hôpital de campagne. Dites-nous, quelle est la situation sur place? Eh bien, nous sommes déjà plus d'une semaine après le tremblement de terre qui a eu lieu ici samedi. Nous avons beaucoup de victimes ici. Déjà le premier jour, nous avons près de 300 blessés. Le deuxième jour, encore 200. Et aujourd'hui, nous avons traité environ 40 patients qui viennent d'ici. Au total, nous avons vu 896 patients. Parmi eux, 153 sont toujours sous observation aujourd'hui et jusqu'à demain, 8 h du matin. Docteur, quel est votre plus grand souci à l'heure actuelle? Eh bien, beaucoup de gens ont été évacués dans des villes en dehors de Katmandou. Donc, notre but principal est de leur fournir le traitement nécessaire et les renvoyer dans leur maison. C'est ça notre plus grand souci en ce moment. Est-ce que vous pensez que le Népal reçoit assez d'aide internationale? Oui, je pense que nous recevons beaucoup d'aide, surtout sur le plan médical. Nous avons des gens qui viennent de l'Inde, de la Chine, d'Israël, de la Thaïlande, du Bhoutan, du Bangladesh, du Pakistan. Et puis nous avons aussi nos propres hôpitaux civils et militaires. Donc nous recevons beaucoup de soutien médical en ce moment. Mais certains disent que le gouvernement népalais n'a pas été assez rapide dans sa réaction. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, en ce qui concerne le côté médical, nous donnons le meilleur traitement possible aux victimes du séisme. Il y a de l'inquiétude en ce qui concerne l'évacuation des personnes qui sont dans des zones très isolées. De notre côté, en coordination avec le gouvernement népalais, nous avons un centre qui s'appelle le Centre de coordination militaire multinationale. Et c'est ce centre qui coordonne l'évacuation des gens qui se trouvent en dehors de la vallée de Katmandou. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Israq Levanon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez une très longue carrière de diplomate israélien. Vous avez été notamment chef de mission à Boston, au Canada, à l'ONU à Genève, au Caire. Vous avez été également en Colombie, au Venezuela. On va analyser avec vous l'actualité justement à l'ONU. On va en parler dans un instant. On va parler de la conférence du suivi du traité de non-prolifération nucléaire. Mais avant de vous donner la parole, Daniel Ziri. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste dans cette émission, c'est vous qui préparez les sujets jour après jour. Avant de comprendre ce qui s'est passé cette semaine à l'ONU, c'est quoi le traité de non-prolifération nucléaire? Alors, je vais vous donner quelques données, comme ça un peu d'historique. Il a été signé en 1968 par près de 200 pays, mais il est entré en vigueur 2 ans plus tard, le 5 mars 1970. Et la durée initiale du traité était 25 ans. En 1995, il a été prolongé à une durée indéterminée. Son application dans ces 200 pays est supervisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc qui veille à ce que les conditions du traité soient respectées. Donc, comme son nom l'indique, il vise à réduire le risque que l'arme nucléaire se propage dans le monde et traverse les frontières des pays. Et il distingue deux sortes d'États. Les États qui sont dotés de l'arme nucléaire et les États qui sont
pas dotés de l'arme nucléaire. En tout cas, pas officiellement. Pas officiellement, puisqu'on va en parler tout de suite. On va en parler, oui. Mais les États dotés de l'arme nucléaire, il faut savoir qu'ils le définissent, il y a une définition très particulière. Ce sont les États qui ont fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire avant le 1er janvier 1976. Donc en fait, il s'agit de 5 pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie qui était la fédération soviétique. D'accord, donc ça c'est pour l'explication du traité. 76 ou 68? En 68, signé, et en puis en 70, entré en vigueur. En 68, les décisions étaient très simples. Il y avait les 5 pays que Daniel vient de mentionner, qui avaient explosé des bombes atomiques. Donc on sait qu'ils avaient la bombe atomique. Ils avaient la bombe atomique, même les États-Unis l'ont utilisée. Donc ils ont dit, on va établir un club des pays nucléaires. Ce sont les 5. C'est pour cela que partout, on parle des 5 pays nucléaires, jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis, les choses ont changé. Il y a l'Inde, il y a le Pakistan. La Corée du Nord. La Corée du Nord. Ils ne sont pas membres du club. Et on désire qu'ils soient membres du TNP. Alors justement, il y a à propos de membres du club, membres du TNP, il y a un autre pays qu'on n'a pas cité, qui est suspecté d'avoir l'arme atomique. C'est un secret polichinelle dans les chancelleries occidentales, c'est Israël évidemment. Israël qui n'est pas membre du traité de non-prolifération nucléaire, qui, selon toute vraisemblance, a un arsenal nucléaire, mais Israël a participé à la conférence de suivi du TNP. Pourquoi ? Regardez, premièrement, la position d'Israël, elle est très claire. Israël ne dit pas qu'elle possède des bombes nucléaires, ce sont des sources étrangères qui le disent. Et la position officielle d'Israël, qui a été depuis 68 à l'époque, c'est qu'Israël ne sera pas la première à introduire la bombe nucléaire au Moyen-Orient. C'était Shimon Peres qui avait établi cette phrase. C'est la position officielle de l'État d'Israël, c'est pas seulement Shimon Peres, c'est l'État officiel. De façon totalement séparée de cela, à l'ONU, il y a un comité. Il y a une commission pour la discussion de la non-prolifération ou des désarmements du Moyen-Orient et d'autres régions du monde des armes nucléaires. La seule région dans le monde où ce comité ou cette commission a réussi, c'est en Amérique du Sud. C'est l'accord de Tlatelolco. Tlatelolco, c'est une cité où ils ont été signés au Mexique, cet accord. Ils ont réussi la non-prolifération nucléaire en Amérique du Sud. Moyen-Orient, aucun pays ne peut avoir l'arme nucléaire parce qu'ils ont signé. Maintenant, ils veulent le faire de façon similaire au Moyen-Orient que tous les États. Bien sûr que de la part des pays arabes qui sont très actifs dans cette commission, ils visent bien sûr désarmer Israël d'après les sources étrangères de ses armes nucléaires. Israël n'est pas opposé à cela. Israël dit que dès l'instant qu'il y aura une paix généralisée au Moyen-Orient, prouver qu'on peut vivre, il n'y a plus de guerre. Alors on pourra se passer de l'arsenal atomique. On pourra signer un accord de non-prolifération ou et Israël, au Moyen-Orient. Il s'était lancé dans l'arsenal nucléaire, c'était aussi pour la dissuasion suprême face aux États arabes de ne pas attaquer Israël. Mais l'Iran accuse Israël d'être une menace à cause de cet arsenal, et Israël accuse les pays arabes de ne pas avoir la volonté de dénucléariser le Moyen-Orient. Alors où se trouve la vérité ? Regardez, accuser, c'est très simple. Ce que les Iraniens sont en train de dire, c'est très simple. Mais les faits sur le terrain sont très clairs. Si vous prenez par exemple le cas de la Corée du Nord, il y a un vrai danger parce que le régime n'est pas un régime qui est tout à fait rationnel. On le sait. Demain, si par hasard les Iraniens aussi... Il y a enfin un temps à penser que aussi ce sera un régime qui n'est pas rationnel parce qu'il a fait la guerre pendant 8 ans et il a lancé ses missiles contre Bagdad et Bagdad contre Téhéran. Il y a un précédent en fait. Il y a un précédent qui a bien entendu. Israël a eu 5 guerres, même la guerre de Kippour, là où était franchement une guerre très difficile. Israël n'a jamais, disons, menacé d'utiliser aucune arme de destruction massive. On n'a jamais fait ça. Donc c'est un pays qui est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus sérieux. Mais quand on voit, alors vous dites qu'en Amérique du Sud, le traité de non-prolifération nucléaire a été efficace. Mais quand on voit la Corée du Nord qui a réussi à avoir la bombe atomique malgré l'opposition occidentale, quand on voit l'Iran qui a poursuivi ses activités malgré les sanctions, et quand on voit qu'Israël a réussi à obtenir un arsenal nucléaire avec l'aide justement de l'Occident, est-ce qu'on peut qualifier ce traité de non-prolifération nucléaire d'échec ? Non, c'est très tôt de le dire. Premièrement, le traité de non-prolifération, c'est une chose qui est positive. Parce que, après la Seconde Guerre mondiale, et après ce que les États-Unis ont utilisé 2 bombes à Nagasaki et à Hiroshima, il y avait une peur réelle dans la course entre les 2 puissances. À l'époque, c'était l'Union soviétique et les États-Unis, pour
l'utilisation d'armes nucléaires et éventuellement la destruction du monde entier. Parce que, bon, l'arsenal était pas seulement une ou deux bombes de deux côtés, mais c'était de plusieurs centaines. Donc, le traité de non-prolifération ou limiter, disons, la prolifération de ce genre d'armes, c'est une chose qui est positive et elle doit être continuée, à mon avis. Daniel, si on revient sur ce traité dont on parle depuis tout à l'heure avec Israël Levanon, et qu'on peut qualifier d'une certaine manière d'échec, d'autre manière réussite en Amérique du Sud, il prévoyait quoi concrètement? Alors, il y a 4 dispositions principales dans ce traité. Premièrement, les conditions du traité disent qu'il faut que les États qui sont dotés de l'arme nucléaire, donc les 5 États officiels dont on a parlé tout à l'heure, s'engagent à ne pas transférer cette arme nucléaire à d'autres pays ou aider d'autres pays à acquérir l'arme nucléaire. Et de même, les pays qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire s'engagent à ne pas essayer de l'obtenir. Deuxièmement, il y a des garanties que les produits qui sont utilisés dans les installations nucléaires par des États qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire ne servent qu'à des fins pacifiques, civiles. Et puis, le TNP reconnaît le droit de chaque État de développer de la recherche sur le nucléaire, bien sûr à des fins pacifiques. Et enfin, le traité exhorte les États qui font partie de ce traité à s'engager dans des discussions pour justement le désarmement nucléaire. Donc se tourner vers le désarmement. À Genève, lorsque j'étais ambassadeur à Genève, il y avait la conférence de désarmement. C'est une institution qui est complètement distincte. On parlait de ça effectivement, et c'est vrai, dans le traité de non-prolifération, les pays des 5, ils accomplissent complètement les conditions de ce traité de non-prolifération. Ils le font. Merci beaucoup, Yitzhak Levanon, de vos explications. Merci beaucoup, Daniel Aziri. Merci. Les Sud-Africains ont fêté cette semaine les 21 ans des premières élections pleinement démocratiques du pays, celles où les Noirs ont pu aller voter. Mais 21 ans après, le pays est traversé par une vague de violences xénophobes. On rejoint tout de suite à Johannesburg Tony Leon, ancien chef de l'opposition sud-africaine. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Quand on voit ces actes xénophobes, on a l'impression que 21 ans après, l'Afrique du Sud n'a pas appris les leçons du passé. Je pense que 21 ans après que l'espoir d'un avenir démocratique ait commencé en 1994, il y a beaucoup de problèmes en Afrique du Sud. La plupart d'entre eux se manifestent au même moment, mais ils viennent aussi à cause de la même chose. Il y a une croissance économique très faible ici, donc il y a une grande crise avec le taux de chômage. Mais si on compare, l'Afrique du Sud va bien mieux que de nombreux de ses voisins, comme le Zimbabwe par exemple, ou bien des pays comme la Somalie. Et donc l'Afrique du Sud est aussi un aimant qui attire de nombreux autres citoyens africains qui viennent d'autres pays. Donc le fait que plus le taux de chômage est élevé dans le pays, plus le fait que beaucoup d'étrangers viennent ici a engendré des violences xénophobes dans le pays. La xénophobie, la corruption et le manque de leadership fort créent un sentiment de crise en Afrique du Sud qui n'avait jamais été ressenti depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que ces violences xénophobes interviennent maintenant ? Eh bien, je pense que l'une des explications pour ces problèmes, ces crises, est simplement le fait que les dirigeants du pays ne fournissent pas de position définie et forte. Et je pense qu'au bout du compte, la faute en est à la personne à la tête de l'État, c'est-à-dire Jacob Zuma, qui n'a pas été un leader fort et déterminé. On a l'impression qu'il se laisse diriger par les événements au lieu de diriger lui-même les événements. Il prend des conseils de nombreuses sources, l'économie pure et dure, l'économie sociale, le nationalisme racial. Toutes ces opinions différentes qui influencent le leadership d'Afrique du Sud ont empêché le pays d'avancer. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls et il y a d'autres pays qui font l'expérience de crise. Il y a une dépréciation de la monnaie sud-africaine, la livre turque est dans une situation bien plus grave. La monnaie brésilienne a même baissé encore plus que le rand sud-africain face au dollar. Donc la situation économique n'est pas unique ici, mais en Afrique du Sud, il y a d'autres éléments qui ont rendu les choses plus difficiles économiquement, politiquement et socialement en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper ces violences ? Je pense que dans l'immédiat, les violences ont été arrêtées avec l'action de la police ou de l'armée qui est entrée dans des zones affectées, surtout à Durban et à Johannesburg. Mais il faut se souvenir que les violences xénophobes, le fait que des Sud-Africains attaquent les étrangers ont déjà eu lieu récemment, notamment en 2008. Et la racine de ce problème n'a pas été traitée comme il faut et on espère que ce sera fait maintenant.
Bien sûr, la vraie solution serait d'essayer de faire avancer la croissance économique. Pour cela, il faudrait que le gouvernement prenne des décisions économiques difficiles, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Et donc le chômage persistera, le problème de l'éducation aussi continuera puisque notre système scolaire ne donne pas plus de bons résultats. Et puis je pense que l'une des raisons pour lesquelles les employeurs en Afrique du Sud sont très attirés par les étrangers, je pense qu'Israël en a fait l'expérience aussi, c'est qu'ils sont prêts à faire des travaux pour un salaire plus bas. Des travaux que les gens locaux ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. À moins de créer une économie plus dynamique, plus flexible dans ce pays, on ne pourra pas influencer la chose au long terme. Ce que l'on peut faire, c'est calmer les violences lorsqu'elles ont eu lieu, mais c'est une décision temporaire, si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.